Et je suis profondément honoré et ému de venir répondre à l'invitation qui m'a été adressée, n'est-ce pas, par l'école privée Imam El Mahdi. Une école que j'estime beaucoup parce que j'ai quand même eu à apprendre beaucoup de choses ici. Et je salue monsieur Diouf. Et je salue également l'ensemble du corps professoral qui se trouve ici. Les professeurs qui ne sont pas là, je leur salue. Je salue M. Ahmad Diallo, je salue également Eliman Diallo Baïdi. Malheureusement, on ne pourra pas faire une longue synthèse une longue synthèse, excusez-moi, en histoire, parce que l'heure qui a été prévue de faire cette synthèse, je pense que on n'a pas assez de temps, on aurait dû démarrer cette synthèse depuis. Alors, maintenant, je vais rapidement prendre la fin, n'est-ce pas, de la Première Guerre mondiale, parce qu'on va débuter avec, n'est-ce pas, les conséquences de la Seconde Guerre. Voilà, brosser un peu sur les étapes du conflit et attaquer la guerre froide. Et si le temps nous permet également, nous allons justement mettre l'accent un peu sur les décolonisations, à savoir la question palestinienne, mais également la décolonisation en Algérie. Et je pense que vos différents professeurs ont déjà abordé ces thèmes en classe. La Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, a commencé durant la fin de la Première Guerre mondiale, avec la signature de ce qu'on appelle les accords, les traités de Versailles à partir de 1919. Et c'est dans ce contexte également que le monde a jugé nécessaire de mettre en place ce qu'on appelle la SDN. C'est une société, une institution qui doit après garantir la paix et la sécurité dans le monde. Alors, mais malheureusement, cette institution qui devait garantir la paix et la sécurité va être foulée aux pieds, n'est-ce pas, par des dirigeants nazistes et fascistes, hein, qui ont plongé le monde dans une nouvelle tragédie, ce qu'on appelle la Seconde Guerre mondiale. Alors, et les gens qui ont, n'est-ce pas, plongé l'humanité dans cette nouvelle tragédie, c'est Adolf Hitler. Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, il dit que Dieu gouverne en haut, lui, il gouverne en bas. Et c'est dans ce contexte qu'il commence à faire des annexions. Il a annexé la Hongrie, il a annexé l'Autriche, il a annexé également la Tchécoslovaquie. Et lorsqu'il a attaqué la Pologne à partir de 1939, c'est en ce moment que la France et l'Angleterre ont jugé nécessaire également d'attaquer l'Allemagne. Donc ce qui va faire de sorte que la Seconde Guerre mondiale va débuter, c'est parce que Hitler a attaqué la Pologne à partir de 1939. En septembre 1939, Hitler a bombardé, n'est-ce pas, donc a ravagé la Pologne, alors que la France et l'Angleterre avaient les mêmes frontières que la Pologne. La France a compris qu'après avoir terminé avec la Pologne, la France elle-même allait être attaquée. Et c'est exactement ainsi. C'est pourquoi donc la France a jugé nécessaire d'attaquer également l'Allemagne. L'Allemagne a attaqué, la France a attaqué l'Allemagne, la Grande-Bretagne également a attaqué l'Allemagne, et la France a été divisée en deux parties, Hein? Il y avait une partie qui voulait poursuivre le combat, il y avait une autre partie qui disait non, la France ne doit pas s'engager
la guerre contre l'Allemagne, parce que c'est suicidaire. L'armée allemande était beaucoup plus forte que l'armée française. Et c'est dans ce contexte que le maréchal Pétain va signer l'armistice jeudi le 23 juin, n'est-ce pas donc, juin, excusez-moi, 1940 en forêt de Compiègne. Et le maréchal Pétain dit à Hitler, si je ne pouvais plus être votre épée, j'ai voulu être votre bouclier. Alors donc, voilà, nous sommes entrés dans la Seconde Guerre mondiale. Et cette guerre, hein, c'est la plus grande guerre, hein, c'est la plus meurtrière. Vous avez fait les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et les règlements du conflit. Les pays comme la France ont été meurtris par la guerre. Il y avait ce qu'on appelle un traumatisme moral. Cela a profondément bouleversé, n'est-ce pas, donc l'humanité. C'est pourquoi Albert Camus dira que la victoire de la Seconde Guerre mondiale était une victoire amère. Et vous pouvez avoir ce sujet-là au bac. Hein? Albert Camus dira que la victoire de la Seconde Guerre mondiale est une victoire amère. Cela veut dire que les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan, n'est-ce pas, donc, social, ont bouleversé, hein, le monde. Alors, maintenant, les gens se sont dit, je ne vais pas entrer dans la guerre, hein, parce qu'on va attaquer d'autres parties du programme. Mais ce qu'on doit retenir, qu'au lendemain, n'est-ce pas, donc, de la Seconde Guerre mondiale, les gens ont jugé nécessaire de punir les gens qui sont responsables de la Seconde Guerre mondiale. Et nous avons parlé d'Adolf Hitler. C'est pourquoi, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les gens vont mettre en place de nouvelles bases pour éviter, n'est-ce pas, donc, une nouvelle tragédie. Et c'est dans ce contexte que les gens vont se réunir et les gens ont mis en place ce qu'on appelle les conférences de Yalta et de Potsdam. Les gens également se sont réunis. La première, n'est-ce pas, donc, rencontre, c'était la rencontre de Nuremberg, et où les criminels de guerre, les responsables de guerre, n'est-ce pas, donc, vont être punis, par, n'est-ce pas, donc, les pays vainqueurs. Et vous allez vous rendre compte que durant la conférence de Yalta et de Potsdam, les trois grands vont se réunir parce que la France n'a pas été convoquée. La France n'a pas été convoquée ni à la conférence de Yalta, ni à la conférence de Potsdam. Pourquoi? Parce que les États-Unis avaient refusé que la France puisse participer. Mais comme la Grande-Bretagne était une amie de la France, la Grande-Bretagne a excusé, n'est-ce pas, donc, à ce qu'on, n'est-ce pas, donc, donne à la France une part. Alors c'est durant la conférence, n'est-ce pas, donc, cette conférence de Yalta, que les gens vont émettre l'idée, n'est-ce pas, donc, de mettre en place l'ONU, l'Organisation des Nations, l'Organisation très bien des Nations Unies, qui va remplacer la SDN. Donc la SDN a été remplacée par l'ONU. L'ONU, désormais, c'est elle qui va garantir la paix et la sécurité dans le monde, très bien. Alors, maintenant, comme l'Allemagne a été divisée en 4 zones d'occupation, il y avait ce qu'on appelle la démilitarisation, la dénazification, la décartélisation et la désindustrialisation de l'Allemagne. Parce que l'Allemagne était responsable de cette guerre-là. Alors maintenant, l'Allemagne ne va plus exister en tant qu'État souverain. Très bien. Alors, c'est ici principalement que va débuter ce qu'on appelle la guerre froide. C'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS vont, n'est-ce pas, donc, vont s'opposer. Et quand on dit guerre froide, il faut que l'élève arrive également à définir ça. Quand vous savez un sujet qui parle de la guerre froide, il faut bien définir les concepts. Pour montrer au correcteur une guerre n'a jamais été froide. Pour définir la guerre froide c'est quoi? La guerre froide est une confrontation idéologique, militaire, économique et politique qui a opposé
les États-Unis et l'URSS, mais par le biais des alliés interposés. De 1947 à 1990, suite à la chute du mur de Berlin, parce que le mur de Berlin va chuter en octobre 1989. Il faut que l'élève apprenne, il faut que l'élève retienne, n'est-ce pas, cette définition. Donc je reprends, la guerre froide est une confrontation idéologique, militaire, économique et politique qui a opposé les États-Unis et l'URSS, mais par le biais des alliés interposés de 1947 à 1990, suite à la chute du mur de Berlin. Et quand vous rencontrez le vocable de guerre froide dans un commentaire de texte, il faut l'expliciter au correcteur, en montrant au correcteur que d'habitude, nous avons toujours connu des guerres chaudes. Une guerre par principe devrait être chaude parce qu'elle suppose l'utilisation des armes. Mais cette guerre-là, on l'appelle guerre froide, parce que les deux principaux protagonistes, c'est-à-dire les États-Unis et l'URSS, ne se sont jamais battus directement. Leur bataille s'est faite par le biais des alliés interposés. Vous voyez, donc aucune arme n'est tombée aux États-Unis. Et aucune arme n'est également tombée en URSS, provenant de l'un de ces deux grands. Donc les deux grands étaient en paix. Ce sont les alliés qui n'avaient pas la paix. Il y a un ami qui me disait, ils sont cons. Oui, les deux grands avaient la paix, mais ce sont les alliés qui n'avaient pas la paix. Cela veut dire que vous prenez les États-Unis et nous avons l'URSS. Ces deux grands ne se sont pas fait la guerre directement, mais les États-Unis soutiennent des alliés, l'URSS également soutient des alliés, et ce sont ces alliés soutenus par les Américains, ce sont ces alliés également soutenus par l'URSS qui se faisaient la guerre, mais jamais une confrontation directe entre les États-Unis et l'URSS. Vous avez compris? C'est ça la guerre froide. Alors, et si nous comprenons très bien le concept de guerre froide, l'autre information de taille, c'est que chacun d'entre nous doit comprendre que la notion de guerre froide existait depuis l'Antiquité. Depuis l'Antiquité, les gens ont parlé de guerre froide, mais le concept a été rendu célèbre par le journaliste américain qu'on appelle Walter Lippmann. C'est lui qui a rendu très célèbre le concept de guerre froide, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et une fois que l'élève arrive à comprendre ça, maintenant, le véritable travail de l'historien commence. Les causes de la guerre. Les causes de la guerre froide. Et pour comprendre les causes de la guerre froide, il faut absolument que l'élève prenne en compte l'idéologie. L'idéologie est à la base de la guerre. Et si nous prenons les États-Unis ont pour idéologie le capitalisme. C'est quoi le capitalisme? L'élève ne doit pas perdre de vue de ces définitions, parce que l'élève la vit en classe de 3e avec les mutations sociales, l'élève la vit également en classe de 1er avec les conséquences de la révolution industrielle. Alors donc le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée, les moyens de production, la concurrence et la recherche du profit. Et l'élève fera également la même chose à l'idéologie de l'URSS, qui est le communisme. Et à la différence du communisme, du capitalisme, l'URSS s'accentue sur la collectivisation, la planification et la centralisation de l'économie. Voyez, donc ces deux idéologies sont différentes. Mais malgré leurs différences, les deux idéologies ont combattu pourtant ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu. C'est pourquoi on parle en mariage de contre-nature. Ce n'était pas un mariage de récompense, mais un mariage d'intérêt. Et comme c'est un mariage d'intérêt, il faut s'attendre à un jour jusqu'à ce qu'il y ait rupture. Et quel est le soubassement de ces divergences? Chacun veut que son idéologie triomphe dans le monde. C'est pourquoi on a noté le retard ou bien le non-respect de la déclaration sur l'Europe libérée. Et c'est quoi le contenu de la déclaration sur l'Europe libérée? Et quand on dit déclaration sur l'Europe libérée, on fait allusion à quoi? On fait allusion aux élections libres et transparentes qui devaient être organisées en Europe de l'Est pour permettre à ces pays-là de choisir librement la forme gouvernementale entre le capitalisme et le communisme. Mais malheureusement, ces élections ne verront jamais le jour parce que Staline ne va non seulement pas
respecter ces gens-là, mais Staline a truqué ces élections-là pour que les pays d'Europe de l'Est puissent être dirigés par les communistes. Alors, lorsque l'URSS a agi ainsi, Churchill s'est rendu aux États-Unis. Vous avez fait le discours de Churchill en février 1946. Churchill, le premier ministre britannique, s'est rendu aux États-Unis pour dire au président Harry Truman, tout n'est pas passé à Yalta comme il était prévu. Il dit, un rideau de fer est descendu en Europe de l'Est. Alors, vous savez, en ce moment, les États-Unis étaient dans une politique qu'on appelle la politique isolationniste. Ils ne s'intéressaient pas aux affaires mondiales. Alors, donc, comme les États-Unis étaient dans une politique isolationniste, et le discours de Churchill a sensibilisé le peuple américain, les gens ont dit qu'il ne faut, n'est-ce pas, donc s'intéresser aux affaires mondiales. Parce que la Grande-Bretagne, elle savait qu'à elle seule, elle ne pouvait pas arrêter la machine de guerre de l'URSS. Et c'est en ce moment que Truman va annoncer le retour, n'est-ce pas, donc des Américains dans les affaires mondiales. Et les Américains étaient mécontents, ils ont dit aux Soviétiques, nous ne sommes pas d'accord avec votre façon de faire. Nous allons vous montrer de quel bois nous chauffons. Immédiatement, les Américains vont définir une politique qu'on appelle la doctrine Truman, très bien. Et l'objectif de cette doctrine était de stopper, d'arrêter la progression du communisme. Et les États-Unis ne vont pas s'arrêter à si bon chemin. Après longuement méditer sur les stratégies efficaces de stopper le communisme, Marshall, un grand stratège, va se voir avec le président Harry Truman. Marshall dira à Truman, nous tous nous savons que toute l'Europe de l'Est a basculé vers le communisme. Et si eux ne font pas attention, la même situation va se reproduire en Europe de l'Ouest. Alors, Truman dira à Marshall, je vais vous envoyer en mission en Europe pour aller étudier les conditions de vie des populations. Et Marshall a pris son avion, il est descendu en Europe. Il a fait le tour des capitales européennes. Il a fait Berlin, Varsovie, Londres. Et il a constaté la misère parce que l'Europe étant le principal théâtre d'opération militaire. L'Europe a été détruite par les bombardements massifs. Les populations avaient des difficultés pour joindre les deux bouts. Il y a certains, s'ils prenaient le petit déjeuner, ils ne pouvaient pas prendre le repas du midi. Ou bien s'ils prenaient le repas du midi, ils n'étaient pas certains de prendre le dîner, tellement la situation était chaotique. Et après avoir constaté, Marshall a repris son avion, il est rentré chez lui. Maintenant, dans son entretien avec le président Truman, il fera comprendre à Truman que ce que j'ai vu en Europe est catastrophique. Si nous, Américains, nous ne pouvons rien pour aider l'Europe à se relever économiquement, nous allons perdre tous les pays d'Europe de l'Ouest. Et Truman dira à Marshall, qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement? Marshall lui dit, puisque notre économie s'est bien comportée, nous avons l'obligation de prendre une partie de notre argent pour mettre cette partie-là au service de la population européenne de l'Ouest, en aidant l'Europe à se relever économiquement. Nous amenons les pays d'Europe de l'Ouest à tourner le dos à l'idéologie commune. C'est ça qu'on appelle le plan. Le plan, très bien, le plan Marshall. Et ils vont mobiliser 13,5 milliards de dollars, répartis en 80% de dons et 20% de prêts. Maintenant, en période de crise, vous êtes frappé par une crise. On vous dit qu'il y a beaucoup de millions qu'on vous offre gratuitement. Vous allez prendre ou vous n'allez pas prendre. Tous les pays d'Europe de l'Est ont pris, de l'Ouest ont pris, excusez-moi. Et même les pays d'Europe de l'Est à qui on a imposé le commis, ces gens-là ont manifesté pour prendre l'argent du plan Marshall. Alors c'est ainsi que Moscou avait compris la stratégie efficace de Washington. Les Russes se sont dit, si nous aussi, nous ne réagissons pas à la hauteur de la politique américaine, nos pays vont tous aller rejoindre l'idéologie commune. Ils vont mettre en place ce qu'on appelle la doctrine Ivanov. Ils vont mettre en place le KM. Ils vont mettre en place le commune forme. Et au regard de ces événements, le monde se dirige tout droit vers la bipolarisation. C'est pourquoi le prof a mis là-bas la formation des blocs à partir de 1947. Et les blocs ne sont rien d'autre que le dispositif économique militaire mis en place par chacun de ces deux grands pour éviter d'éventuels affrontements. C'est ça les blocs. Les blocs ne sont rien d'autre que le dispositif économique militaire mis en place par chacun de ces deux grands
pour éviter d'éventuels affrontements. Vous allez voir, lorsque les États-Unis réagissent sur le plan politique, l'URSS également réagit sur le plan politique, les autres réagissent sur le plan économique, les autres également réagissent sur le plan économique. C'est ça qu'on appelle la formation des blocs. Est-ce que vous comprenez ici?